Aujourd'hui, je suis à Pékin sur la porte de la paix céleste, c'est-à-dire la place Tiananmen, parce que je voulais vous montrer en particulier ce panneau qui est là derrière moi, qui est accroché sur les murs de l'Assemblée du peuple, c'est-à-dire le Parlement chinois. Parce que pendant que nous, à Paris, sur la Tour Eiffel, on compte le nombre de jours avant l'an 2000, ici à Pékin, on compte le nombre de jours et même de secondes avant que Macao ne redevienne chinoise. Alors quelles sont les perspectives pour cette ancienne colonie portugaise et puis quels sont les enjeux pour la Chine? C'est ce que je vous propose d'essayer de comprendre aujourd'hui, en commençant naturellement par regarder une carte pour savoir où est Macao par rapport à la Chine. Voilà. Macao est là, au sud-est de la Chine, sur le delta de la rivière des Perles, juste en face de Hong Kong, qui est planté de l'autre côté du delta, à quelques 60 km de là. Macao, c'est une péninsule à laquelle s'ajoutent deux petites îles, Taipa et Koloane. C'est cet ensemble, qui est tout petit en superficie, qui est portugais depuis le XVIe siècle et qui revient sous souveraineté chinoise le 20 décembre 1999. Alors je vais essayer de repérer quelques étapes significatives dans l'histoire de ce lieu magique, le lieu de la quasi-première rencontre entre l'Europe et l'Asie. Cette présence portugaise à Macao date d'à peu près 500 ans. Elle est l'exacte conséquence des audaces des explorateurs portugais Vasco de Gama ou Bartolomé Dias à l'aube des années 1500. Ces grands navigateurs partent, sous l'impulsion du roi portugais Dom Manuel, découvrir et créer des comptoirs commerciaux de plus en plus loin à l'est de Lisbonne. Ouverture d'un comptoir à Goa en Inde, à Malacca, à Timor, avant de remonter les côtes chinoises. C'est le Portugais Jorge Alvarez qui est sans doute le premier Européen à mettre les pieds sur l'anse de la péninsule de Macao en 1513. Elle est alors occupée par des pêcheurs chinois du Fujian. Alvarez cherche un port à l'abri des tempêtes et il va y installer un entrepôt pour faire commerce avec l'Asie. L'or et l'argent venant des Indes, soie, brocart, porcelaine de Chine, batik de Java, camphre de Bornéo, poivre, épices, santal de Timor, métal argenté du Japon. Cette rencontre est l'un des tout premiers ancrages de l'Europe en Extrême-Orient. Et rappelons tout de même que le Hong Kong des Britanniques ne sera fondé qu'au XIXe siècle, soit 300 ans après l'arrivée des Portugais. Macao est fondée officiellement en 1557. Elle est connue comme la cité au nom de Dieu. Ce nom de Macao vient sans doute de Ama, nom d'une divinité locale chinoise, protectrice des marins, qui a son joli petit temple au sud de la péninsule, puis Ao, qui voulait dire baie en cantonais, devenant ainsi Ama-Gao, donc Macao. À peine 10 ans après la création de la ville viennent les missionnaires, et pas n'importe lesquels, ce sont les jésuites. Leur mission est d'évangéliser l'Orient, et c'est Macao qui sera diocèse pour toute l'Asie. D'où la construction à Macao de la cathédrale San Paolo, construite vers 1630 par des jésuites italiens et des artistes chinois et japonais. La cathédrale est attenante à un collège universitaire, une bibliothèque, une imprimerie, et l'ensemble forme la première université occidentale en Asie, où l'on enseigne les sciences des grandes académies de l'Europe. Saint-Paul fut la plus belle église à l'est de Rome, jusqu'à son incendie accidentel en 1835. Il n'en reste aujourd'hui que la superbe façade baroque. Le jésuite François Xavier exerce à Macao, il a une grande avenue qui porte son nom aujourd'hui, et son successeur n'est autre que le célèbre Matteo Ricci, initié au bouddhisme, au taoïsme, le premier à écrire le catéchisme en chinois. C'est encore un jésuite, Johann von Bell, qui devint le premier directeur étranger du bureau astrologique de Pékin, tant l'admiration de l'empereur de Chine pour lui fut grande. En fait, ce monopole du commerce par les compradores et cette conquête des âmes
dont les jésuites basés à Macao ont un temps le monopole, crée des jalousies. Chez les franciscains, qui sont installés à Manille, et chez les Hollandais, qui cherchent eux aussi à s'implanter dans la région. Les jésuites de Macao construisent une forteresse, Monteforte, en haut de la colline qui, à peine terminée, servira à repousser de ses canons l'attaque que mène la flotte hollandaise devant le port en juin 1622. Alors même s'il y a eu des conquistadors, comme en Amérique latine, ce qui caractérise sans doute l'état d'esprit des Portugais au long de ces siècles, c'est de s'occuper avant tout de commerce plutôt que de conquérir du territoire. Cette attitude, en fait, déterminera tout un climat politique fort différent de l'état d'esprit des autres colonisateurs européens, induisant de ce fait une autre relation administrative avec la Chine. Rappelons que le Portugal n'a jamais fait la guerre à la Chine, contrairement au Royaume-Uni ou à la France au XIXe siècle. Et de fait, l'une des grandes étapes que l'on peut retenir, c'est le développement de l'idée coloniale en Europe. Au XIXe siècle, l'Angleterre est la grande puissance mondiale, et avec elle se renforce l'idée de domination commerciale, accompagnée par l'idée de domination territoriale. C'est bien militairement que la flotte anglaise fait ouvrir les ports chinois avec la politique de la canonnière. Après la guerre de l'opium, les Anglais, vainqueurs en 1843, ouvrent un port de commerce à 60 km au nord-est de Macao, sur une île devant le continent. Cette île, c'est Hong Kong, ce qui signifie la baie parfumée. Et cette implantation de Hong Kong, juste de l'autre côté de la rivière des Perles, est importante. Car d'abord, la confrontation entre Royaume-Uni et Chine n'a rien d'une douce découverte culturelle. Par effet de ricochet, cela va conduire le Portugal et la Chine à sortir Macao de son ambiguïté institutionnelle, donc à signer un premier traité sino-portugais de commerce et d'amitié en 1887. Mais Macao n'est pas vraiment une colonie, contrairement à Hong Kong. Elle n'est pas conquise militairement, et cette ambiguïté du statut a longtemps donné à ses habitants un sentiment d'indépendance, aussi bien vis-à-vis du Portugal que vis-à-vis de la Chine. Ensuite, l'arrivée de la rivale anglaise, Hong Kong, au milieu du XIXe siècle, fait perdre à Macao son monopole du commerce régional et d'intermédiaire pour les idées entre l'Europe et l'Asie. Ce qui fait qu'à partir du XIXe siècle, la ville va se placer dans l'interstice entre le légal et l'illégal. L'économie de la péninsule va s'appuyer sur le jeu, puis sur le commerce des coulis, la prostitution, l'opium, dont le commerce et les fumeries vont rester légales jusqu'en 1947. Inconvénients, contrebande et illégalité. Avantages, métissage. Métissage constant, renforcé par la Deuxième Guerre mondiale du fait de l'invasion japonaise en Asie, dont Macao sera épargné, le port accueillant les réfugiés, devenant un lieu de refuge, de croisement et d'espionnage. À Macao, les visages et les comportements parlent d'eux-mêmes. Croisement propre à une situation portuaire, croisement non seulement entre Chinois et Portugais, mais Portugais-Malais, Portugais-Brésiliens, Portugais-Indiens, tous les comptoirs du Portugal en Asie. Il y a à Macao une culture qui est propre à cette ville, qui n'est ni portugaise ni chinoise. À cette mixité s'ajoute la cohabitation entre les religions, catholiques, bouddhiques, quelques musulmans. Tout cela crée la familiarité avec l'autre, donc l'absence de peur de l'autre, donc la tolérance. La dimension religieuse et même spirituelle a toujours été présente à Macao, et sur place, certains ont cette jolie expression « nous avons la bonne indifférence ». Eh bien, cette tolérance, elle se maintient aujourd'hui, et l'on ne perçoit pas, pour le moment en tout cas, sur place, de signes contraires. Maintenant, de retour en Europe, si l'on passe du constat à l'analyse, il faut d'abord préciser que non, la Chine, et encore moins les Chinois, ne comptent les jours avant la rétrocession. Macao est un non-enjeu et en tout cas un non-problème. S'il y a enjeu, c'est peut-être l'idée que se fait la Chine de l'intégrité de son histoire,
une revanche à prendre sur ces Européens qui lui avaient imposé les traités inégaux au XIXe siècle. Et puis en jeu, enfin, parce qu'il y a toujours derrière, naturellement, la question de Taïwan à récupérer. Alors, après avoir évoqué ce dernier vestige de la première rencontre entre Extrême-Orient et Occident, ce lieu de nostalgie, ce croisement émouvant quand on aime deux mondes, celui de la Méditerranée et celui de l'Asie chinoise, eh bien la semaine prochaine, je vous propose de vous parler de Macao au présent, de son économie, de faire un peu de prospective pour vous faire saisir pourquoi ce retour de Macao à la Chine ne ressemble en rien au retour de Hong Kong, l'anglaise, en 1997.